Bonjour à tous. Si vous êtes installés, je vous propose de démarrer. Soyez les bienvenus, soyez chez vous. Mon nom est Franck Dahan, je suis le président et fondateur d'Investance Partners et je suis très heureux de vous accueillir pour cette 3e édition du Forum de l'innovation Investance Partners. 3e édition, c'est donc désormais un rendez-vous traditionnel et en même temps, c'est un succès. C'est un succès grâce à vous, car nous avons 500 inscrits cette année, ce qui démontre l'engouement pour les tendances d'innovation en banque, finance, assurance. Donc je tiens à vous remercier pour votre présence. Et je tiens également à vous remercier pour la bonne action. Je vous rappelle que les temps de parole sont chronométrés, vont être convertis en euros et que Investance Partners fera en votre nom un don à l'association ASB pour les plus démunis. Peut-être, juste avant de commencer, je vais vous dire un mot sur le programme. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas détailler les 60 pages. Donc nous allons balayer les thèmes majeurs d'innovation sur 2018. Nous avons également cette année choisi de décerner un trophée à la meilleure FinTech. Donc, nous avons scanné 300 startups cette année et à l'heure du déjeuner, nous avons décidé de décerner un prix aux plus innovantes d'entre elles. Voilà, et puis pour le clin d'œil, nous vous proposons également un voyage dans l'innovation. Quand on parle d'innovation, c'est une prospective, mais on vous propose également de matérialiser cette innovation. Vous avez été accueillis par des robots, vous verrez d'autres robots pendant la journée. Et puis, il y a également un stand de réalité virtuelle qui est à votre disposition. Voilà, donc juste avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une journée fructueuse. J'espère que vous y trouverez les décodages sur les tendances d'innovation à venir et puis les accélérateurs pour la mise en place de vos projets d'innovation. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie. Donc, bonjour à tous. Nous ouvrons le bal avec une thématique sur les FinTech et les TechFint. Donc, bonjour Nathalie Vaudemoulin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour parler de ce sujet ensemble pendant une petite heure. Vous avez rejoint la Banque de France en 1995 et vous avez occupé différentes fonctions, notamment celle de contrôleur d'établissements financiers, de chef de service des études comptables de la CPR. Vous avez certainement rencontré de nombreux participants ici quand vous étiez directeur adjoint de l'agrément de la CPR, plus particulièrement en charge de la supervision des acteurs du secteur bancaire, des startups du domaine des paiements et de la monnaie, donc vous connaissez bien les FinTech, et ainsi que les organismes d'assurance. Donc depuis cet été, vous êtes la coordinatrice du pôle FinTech de la CPR. Vous co-animez dans ce contexte avec l'AMM le Forum FinTech, une instance de dialogue de place entre les autorités et les acteurs de l'innovation sur les sujets de régulation. Vous présidez également depuis 4 ans le groupe de travail de l'autorité bancaire européenne. Dans ce cadre, vous faites un monitoring au niveau européen et vous proposez à la Commission européenne un certain nombre de propositions d'aménagement. Le choix de notre sujet aujourd'hui, c'est donc les FinTech, les TechFin, des enjeux de transformation, mais aussi des enjeux réglementaires. Il y a 50 ans, depuis 50 ans, Singapour est devenu une place financière régionale et mondiale. Singapour essaye de rivaliser avec Londres pour devenir le premier hub FinTech mondial. L'objectif étant de permettre à Singapour de devenir un hub pour des startups qui cherchent à s'implémenter sur des marchés, notamment en Chine et en Inde et en Indonésie. Il s'est tenu d'ailleurs la semaine passée la seconde édition du festival FinTech. Je crois que vous y étiez, donc on va introduire le sujet comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est dit là-bas ? Merci Sylvie. Merci beaucoup Sylvie. Donc voilà, je suis très contente aujourd'hui d'être là pour parler des FinTech et des TechFin. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais à Singapour au festival FinTech organisé par le gouvernement singapourien et la MAS, qui est l'autorité de contrôle des activités bancaires, assurantielles et de marché à Singapour. C'est un énorme événement qui attire à peu près 20 000 personnes cette année, avec énormément d'acteurs d'Asie, d'Inde, dans le domaine
domaine des services financiers innovants. Et ce que j'en ai retiré, c'est que les grandes tendances qu'on observe restent quand même les sujets de la blockchain et surtout de l'intelligence artificielle et du machine learning, assis bien évidemment sur le big data, donc pour les services financiers, notamment dans le domaine de la RegTech. Et lors du hackathon final sur les 20 startups qui étaient présentées, il faut quand même savoir qu'il y avait 3 Françaises. Bon, les Français n'ont pas gagné, mais il y avait 3 Françaises et travaillant essentiellement dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la conformité. Donc ça me permet de faire un lien entre Singapour et Paris. Je pense que si Singapour a une forte dynamique, notamment promotionnelle, ça reste quand même une place financière extrêmement réduite, bien que centrale dans le domaine en Asie. En France, à Paris, on a une place financière extrêmement large, avec un marché très très conséquent pour la finance digitale, une population très jeune notamment, donc ça c'est un atout assez important, donc un accès important sur l'Europe continentale, et donc la place financière de Paris ne manque pas d'atouts dans ce domaine-là, avec à la fois ces fintech, mais bien évidemment toute la technologie financière appliquée aux activités bancaires et assurantielles, puisque pour nous, et c'est le périmètre un peu de notre pôle, c'est l'ensemble des acteurs que l'on regarde aujourd'hui, pas d'un côté les fintech ou uniquement les fintech, et oubliant les banques et les assurances. Et on va en parler là juste après. Les activités bancaires et assurantielles se transforment de manière extrêmement significative en France et dans le monde. Et c'est un peu l'objet du terme TechFin que j'ai mentionné ici. Donc on va commencer effectivement votre présentation. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur un certain nombre de définitions, parce que tout le monde parle de FinTech, de TechFin, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors... pour nous, vu de la CPR, donc les fintech, il y a vraiment deux strates en fait dans le domaine des fintech. La première strate, c'est les acteurs régulés qui vont exercer une activité financière, soit en core business, donc qui vont faire de l'assurance, des activités de paiement, des activités bancaires, qui nécessitent en fait un agrément de la part de la CPR. Et ça peut être aussi des intermédiaires financiers. On voit que les acteurs innovants se positionnent souvent dans un statut d'intermédiaire entre un acteur régulé et son client, donc des plateformes digitales, par exemple dans le domaine du conseil, dans le domaine du crowdfunding. Donc là aussi, on est dans des acteurs qui sont régulés, mais sur une régulation qui va porter plus sur les pratiques de protection du consommateur que sur des réglementations prudentielles sur des fonds propres, par exemple, puisque ce sont des acteurs qui ne portent pas de risque. Et ensuite, on a ce que l'on appelle les acteurs technologiques qu'on voit nous à la CPR, qui viennent nous voir, sur lesquels on ne va pas délivrer un agrément, une autorisation, ni un label, mais ce sont ces acteurs-là qui, innovants ou récents start-up ou plus traditionnels, vont participer à ce mouvement de révolution digitale dans les services financiers. Alors, je voudrais maintenant parler des différents domaines d'action des fintech régulés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment des fintech qui interviennent dans tous les segments des activités financières régulées. Donc, dans le domaine des paiements, qui est traditionnellement le domaine le plus actif en France et en Europe, à la faveur des directives relatives aux services de paiement et à la monnaie électronique, qui ont sorti du monopole bancaire les activités de paiement et qui ont mis en place un cadre pour la monnaie électronique. Et cela se poursuit avec la seconde directive sur les services de paiement et l'arrivée de nouveaux acteurs. Donc vous avez tout ce secteur du paiement qui reste très actif quand on parle des fintech exerçant une activité régulée. Vous avez des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique ou alors des acteurs qui interviennent sous le statut en tant que prestataire pour ces acteurs-là, des agents de services de paiement, des distributeurs de monnaie électronique. Donc là, on voit ces activités qui se développent, notamment par exemple pour des services de paiement, pour les places de marché ou les places de marché elles-mêmes qui peuvent être acteurs du paiement en tant qu'agents d'un établissement de paiement. Il y a le sujet des néobanques qu'on voit se développer tant pour la clientèle retail que pour la clientèle de professionnels. Voilà, donc sur l'aspect
paiement. Après, vous avez tous les services d'investissement, un petit peu moins développés, mais c'est un secteur qui commence à monter aussi, avec par exemple tout ce qui est robo-advisor, donc le conseil financier automatisé. Il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent ces services-là. Bien évidemment, et il y aura des personnes qui représentent aussi ce secteur, je crois, aujourd'hui, le financement participatif qui a trouvé un cadre en 2014 en France et qui se déploie sur du financement par le biais de prêts ou de financement par le biais de titres, ce qu'on appelle crowdlending et crowd equity. Et vous avez aussi les plateformes de dons qui sont suivies pour des sujets de LCBFT, lutte anti-blanchiment, donc qui rentrent quand même dans le champ de la régulation. Et vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, tout le secteur de l'assurance avec pas mal de B2B, mais aussi des acteurs qui se lancent vers les consommateurs comme les InsurTech qu'on peut avoir. D'accord. Donc en Europe, on parle des investissements dans la FinTech. Au second semestre 2017, on parlait de 2 milliards de dollars investis dans les FinTech. Au niveau de la France, on en est où exactement? Alors, moi, je reste quand même très prudente sur les chiffres parce qu'on trouve beaucoup de... il n'y a pas de définition légale, en fait, de ce que c'est une FinTech, vous allez vraiment trouver des chiffres plus ou moins justes et d'ailleurs plus ou moins promotionnels pour les différentes places financières. Donc nous, on fait plutôt un monitoring des FinTech qui sont régulées, donc celles que j'ai énoncées en premier. Donc s'agissant des FinTech régulées, on a 300 FinTech régulées, donc on a 83 acteurs du paiement en France, ce qui recouvre à la fois une quarantaine d'acteurs qui ont un agrément et des acteurs qui font l'objet d'une exemption d'agrément, une procédure auprès de la CPR, car ils délivrent un moyen de paiement à usage limité ou dans un réseau limité. Ensuite, vous avez les acteurs du financement participatif, qui sont plus de 150 aujourd'hui, donc les plateformes. Ce chiffre s'est accru parce que le monitoring a intégré les plateformes de dons qui sont maintenant soumises à la régulation relative au blanchiment. Et après, vous avez les autres intermédiaires financiers, qui sont des intermédiaires qui ont un statut de conseil en investissement financier, d'intermédiaires en assurance. C'est le cas des robo-advisors qui vont proposer un service de conseil financier pour des produits financiers classiques ou des produits d'assurance vie. Voilà, là, il y a une soixantaine d'acteurs. Donc voilà à peu près pour les FinTech régulés, ce qui est déjà significatif et supérieur d'ailleurs à la place de Singapour, largement. Après, vous avez, et c'est plus difficile à monitorer pour nous puisqu'on ne les agrée pas, on ne les enregistre pas, les TechFin, donc ceux qui proposent des prestations technologiques aux acteurs financiers FinTech et les acteurs établis. On peut dire qu'il y a 200 à 300 TechFin dans les différents domaines que j'énonce, notamment intelligence artificielle, blockchain, cryptographie, signature électronique, biométrie pour l'entrée en relation à distance, cybersécurité. Alors, s'agissant des chiffres d'ordre financier, nous, ce qu'on a monitoré, et ce qui est très important cette année, c'est le chiffre des acquisitions, en fait, des FinTech par les acteurs établis. Donc, après une phase d'observation du marché, les acteurs établis ont décidé d'acquérir un certain nombre de FinTech. Donc, on a eu à peu près pour 500 millions d'euros d'acquisitions. Il y a eu des grosses acquisitions comme Compte Nickel, Fidorbank, qu'on a vu dans la presse. Et les levées de fonds par les FinTech régulées sur un an, c'est à peu près 150 millions d'euros en France. Alors voilà. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des acteurs qui ont une croissance assez significative, comme les acteurs, par exemple, les plateformes de crowdfunding, même si leur part de marché aujourd'hui est extrêmement faible par rapport aux grands acteurs bancaires dans le domaine du prêt. On a une croissance assez exponentielle des levées de fonds pour financer des projets par ces plateformes. D'accord. Donc aujourd'hui, les TechFin, il y a une petite étude qui est sortie au mois d'avril et qui explique un peu qui sont les clients des TechFin aujourd'hui. Alors, malheureusement, il s'agit, ou malheureusement, ça n'est pas une femme, c'est un homme de 38 ans. C'est le portrait robot de la personne qui va aller dans une FinTech. 38 ans, avec enfant, habitant la région parisienne, dont le salaire serait de plus de 3 000 euros net, avec une cible patrimoniale et une forte appétence pour le secteur bancaire et digital. Donc ce qu'on dit, c'est que le digital change le rapport des Français à leur banque. Est-ce que vous pouvez effectivement nous dire à peu près quels sont les domaines technologiques et les applications des TechFin ?
Sylvie, même si on n'est pas dans la cible, hein, on va faire comme si, mais voilà, ça ne va pas masquer tout notre intérêt pour le secteur de la finance innovante. Donc, moi, je voudrais revenir en fait sur les enjeux technologiques. Quels sont les vecteurs technologiques qui expliquent le fait qu'on assiste à une révolution digitale, une accélération de l'intégration des pratiques digitales dans le domaine financier de la part des consommateurs? Le premier élément qui nous a été énoncé par les banques et les assureurs dans l'étude qu'on est en train de faire auprès de presque une vingtaine d'acteurs établis sur le marché, 6 banques et plus de 10 compagnies d'assurance, c'est de manière assez banale le smartphone. En fait, le smartphone a vraiment révolutionné les usages. Donc, il y a eu le premier iPhone en 2007, il y a eu la 3G, la 4G. Donc, ça a vraiment déployé dans le domaine financier, y compris dans le domaine financier, des usages connectés de plus en plus fréquents, de plus en plus habituels de la part des consommateurs. Et donc, c'est là que les établissements ont dû en fait passer du modèle Internet à des applis smartphone pour pouvoir en fait répondre aux besoins du client. Donc, le smartphone est, de manière banale, mais il faut quand même le dire, un élément essentiel de cette révolution digitale. Selon Visa, d'ailleurs, 63% des Français, ils ont fait une étude en fait en septembre qui s'appelle Digital Payment Study. 63% des Français gèrent aujourd'hui une partie de leurs opérations bancaires avec un smartphone. Voilà. Donc il y a vraiment une accélération de l'usage digital donc des smartphones et une démultiplication, on verra peut-être tout à l'heure, des contacts des clients avec leurs établissements via le smartphone et via différents canaux. Et donc c'est un challenge pour les établissements de gérer cette démultiplication des contacts par différents canaux. Alors le deuxième sujet significatif, c'est le big data, et qui va de pair en fait avec l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc le big data, l'intelligence artificielle et le machine learning, mais pourquoi maintenant? En fait, il existait depuis un certain nombre d'années des algorithmes assez performants qui sont utilisés aujourd'hui par les acteurs financiers, mais il n'y avait pas toute l'assise technologique qui était nécessaire pour déployer ces algorithmes. Pour déployer de manière efficace des algorithmes supervisés ou non supervisés d'intelligence artificielle, il faut avoir une base significative de données. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait de plus en plus d'usages connectés permet d'avoir de plus en plus de données, par exemple les données du client qui va se connecter, quelles sont ses habitudes de connexion, etc. Les données liées aux usages de smartphone, les données alternatives sur lesquelles tout le monde reste assez prudent liées à l'usage des réseaux sociaux. Mais il y a aussi, bien évidemment, toutes les données dont disposent les établissements, ne serait-ce que les données de paiement. Et donc aujourd'hui, les établissements déploient des data lakes avec l'ensemble de ces données pour pouvoir ensuite mettre en œuvre des algorithmes d'intelligence artificielle, voire de machine learning. Donc ça, c'est vraiment le fait qu'on ait maintenant la puissance de calcul, les données nécessaires, structurées, non structurées, la puissance de calcul, la capacité de stockage, notamment avec le sujet du cloud sur lequel on se penche à la CPR, permet en fait une maturité qui s'accroît dans ce domaine technologique-là. Alors, justement, quand on regarde un petit peu les applications potentielles en lien avec l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on monitore de très près maintenant à la CPR, puisqu'on a observé que ça peut représenter jusqu'à 1/3 des projets innovants de certains acteurs, très grosses banques établies en France. Donc, les différents domaines d'application, c'est vraiment tout ce qui est interface client. Donc là, les acteurs sont assez prudents dans le déploiement de ces outils, puisqu'il faut vraiment être en capacité d'avoir une piste d'audit quand on travaille avec un client, notamment pour les sujets de réclamation. Mais on voit qu'ils utilisent ces outils pour avoir un marketing personnalisé, concevoir des produits plus directement appropriés pour le client, améliorer le pricing. Il y a des travaux pour mettre en place des chatbots pour dialoguer avec le client, et certaines banques le font aussi. Il y a les robots conseillers pour la gestion des finances personnelles. Là, c'est plus des choses qui sont en projet. Et puis, il y a les services après-vente, donc le traitement des réclamations avec l'analyse des mails et l'usage des outils d'analyse du langage naturel, par exemple. Donc ça, c'est l'interface client. Après, vous avez les sujets de back-office sur lesquels l'intelligence artificielle
peut parfaitement se déployer, donc pour les sujets de scoring, de gestion des risques. Tout ce qui est optimisation de tâches manuelles, gestion des mails, arrivée de la clientèle, ces outils Watson, par exemple, d'IBM. L'assistant virtuel qui va chercher pour le client dans une base documentaire des éléments de réponse sur une question posée par le client, une question juridique. Et on a aussi des déploiements dans des outils de gestion prospective des ressources humaines. Ensuite, vous avez tout ce qui est marché financier. Donc, traditionnellement, bien évidemment, il y avait le trading algorithmique, trading à haute fréquence, qui existe toujours, même s'il est très encadré. Mais vous pouvez aussi utiliser ces technologies pour la gestion de portefeuille et tout ce qui est détection d'anomalies de données de marché, avec des signaux faibles, traquer des signaux faibles, gérer une énorme quantité de données de marché. Et d'ailleurs, l'autorité des marchés financiers travaille à un projet innovant pour elle-même utiliser ce type d'outils qui s'applique assez bien dans ce contexte. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi le déploiement des nouvelles technologies pour tout ce qui est conformité et donc lutte contre la fraude, par exemple. Donc là, c'est tout ce qu'on appelle les RegTech qui sont très présentes aujourd'hui, qui montent en puissance. Donc détection de fraude sur les paiements, ou bon, je l'ai dit tout à l'heure sur les activités de marché, vérification d'identité. Donc KYC, pour cross-vérifier l'identité d'une personne avec des données, par exemple, alternatives. Tout ce qui est reporting ou gestion de la réglementation. Il y a la possibilité de mettre en place en fait, des bases documentaires de réglementation ajustées en temps réel et qui permettent, avec de l'intelligence artificielle, de répondre aux questions qui sont posées par les gestionnaires ou les juristes. Enfin, l'autre innovation dont tout le monde parle et qui est maintenant travaillée par beaucoup d'acteurs innovants et établis, c'est la blockchain. Donc, on est sur une technologie qui reste très intéressante, mais qui est aujourd'hui jugée quand même assez largement immature par les acteurs. Il y a des progrès très rapides et tous les jours, puisque c'est des travaux qui sont en open source. Mais pour l'instant, on voit que cette technologie s'applique plutôt à des sujets d'optimisation de traitements internes, par exemple, qui vont faire intervenir beaucoup de documentation écrite, à échanger entre des acteurs différents, à mettre en commun. C'est le cas, par exemple, des tests en blockchain sur les opérations de réassurance qui sont menées aujourd'hui en France, ou les tests en blockchain en matière de trade finance, parce que le trade finance est traditionnellement assez documentaire et fait intervenir de nombreux acteurs. Donc là, on est sur des sujets blockchain qui vont être appliqués plutôt grâce à la fonction de registre distribué de la blockchain. On va être dans un registre permissionné, donc c'est pas du tout la blockchain publique de type Bitcoin. Vous allez avoir des acteurs dans la blockchain, des nœuds qui seront clairement identifiés et qui vont en fait pouvoir mettre en commun des documentations et être certains d'accéder à la documentation unique la plus à jour. C'est vraiment les fonctions de registre partagé. Et sur ce schéma, donc avec la Banque de France qui a testé la blockchain de manière assez avancée sur un registre d'identifiants SEPA pour les paiements, les virements avec des banques de la place, la Banque de France, dans son projet Madré, a essayé de voir un petit peu quelles étaient les perspectives de la blockchain à plus long terme. Et on voit qu'aujourd'hui, on est plus dans le sujet des registres, d'optimisation de fonctions qui sont assez manuelles, peu automatisées, et peut-être qu'à 7, 10 ans, enfin, c'est ce que partagent aussi les acteurs, il y aura un déploiement vers des activités plus financières, donc impliquant des flux financiers. Sachant que la difficulté aujourd'hui, c'est de matérialiser du cash dans la blockchain. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a un certain nombre de banques centrales qui travaillent sur le sujet de la monnaie digitale banque centrale, qui est assez prospectif lui aussi. Un dernier domaine technologique, celui qui intéresse tout le monde et sur lequel tout le monde va investir à Noël. Alors, sur le sujet des objets connectés, lorsqu'on en parle avec les banquiers et les assureurs, on voit que pour l'instant, les objets connectés font naître un certain nombre d'intérêts, d'opportunités, mais aussi un certain nombre de questions. Donc, les objets connectés sont assez utilisés en test ou de manière réelle dans le domaine de l'assurance, pour des sujets d'assurance habitation, domotique, ou les sujets de voitures connectées,
pour donc pouvoir avoir des informations sur la conduite de l'automobiliste ou pour gérer des flottes de véhicules dans le cas des contrats financiers de location longue durée s'agissant d'activités bancaires. Mais ça reste encore une technologie qui, compte tenu notamment des sujets de failles de sécurité liés aux objets connectés, qui sont assez nombreuses d'après l'ANSSI, et des sujets de responsabilité par rapport à ces objets connectés, reste dans un déploiement plutôt mesuré aujourd'hui dans le domaine financier. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la révolution digitale des acteurs financiers. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les grands acteurs financiers? J'ai parlé des fintechs. Ce qu'on peut dire, c'est que on est dans un mouvement qui est accéléré, en fait, par rapport à d'autres révolutions technologiques qu'a connu le secteur financier. Mais le secteur financier et les grands acteurs bancaires, assurantiels ne sont pas démunis du tout face à cette révolution, même si elle est un peu différente des précédentes. Alors, le secteur financier a connu des révolutions assez significatives au cours de son histoire. Par exemple, dans le secteur bancaire, il y a eu l'informatisation, l'arrivée des ATM, la carte à puce, la libéralisation des marchés financiers avec les mouvements de complexification des produits financiers, qui n'ont pas eu tous les effets prudents qu'on aurait pu souhaiter, la globalisation avec l'ouverture de nouveaux marchés, et après le web, la banque en ligne, donc la banque sur Internet, le web 2.0 et l'arrivée dans les années 2010 du smartphone et des fintechs. Donc, ce qui change aujourd'hui dans cette révolution digitale pour les acteurs établis, c'est ils estiment, en tout cas, selon ce qu'ils nous disent, que c'est le client qui est un driver de cette révolution. En fait, c'est plus les banques qui proposent et les clients adoptent, c'est vraiment le client qui est remis au centre de du domaine financier et qui va driver l'adaptation des banques à ses besoins qui sont d'avoir une plus grande rapidité, une fluidité et une plus grande efficacité dans le traitement de ses besoins. Et on ne va pas forcément avoir le déploiement ou le développement de produits financiers complexes, en fait. Finalement, ce que veut le client dans le retail, c'est des produits assez vanille. Voilà. Et accessible, rapide. Accessible, rapide, voilà. Et le client est assez influencé aussi par le modèle des GAFA, parce qu'il est habitué à utiliser les plateformes GAFA, qui déploient un modèle gratuit. Enfin, prétendument gratuit, puisque largement payé et rémunéré par les clics et la publicité. Et donc, ce modèle gratuit influence très largement la manière dont le client, donc, qui est remis au centre de la relation bancaire, attend de voir ses besoins satisfaits par les établissements bancaires et financiers et vient, bien évidemment, aussi perturber les établissements dans leur modèle habituel de tarification, qui est un modèle packagé, d'une part, et certainement pas un modèle gratuit d'autre part. Donc les enjeux, c'est d'abord le client, mais il y en a d'autres que vous allez nous détailler. Alors, face à ce constat, une concurrence accrue qui est protéiforme en fait dans le domaine financier, une révolution digitale qui replace le client et ses demandes au centre du business model, bien évidemment les banques ont des leviers pour intervenir et faire face à cette révolution digitale. Alors, il y a 4 leviers principaux des banques et des assurances qui sont à mettre en œuvre pour faciliter cette transition digitale et réussir cette transformation. Le premier de ces leviers, c'est la relation clientèle. C'est vraiment optimiser, mieux comprendre les besoins du client, optimiser la relation clientèle, être capable de traiter de manière fluide les demandes du client qui interviennent par différents canaux, et c'est un challenge assez considérable pour les établissements, sachant que tous les établissements nous ont dit que dans la révolution digitale actuelle, ils ont une démultiplication de leurs relations avec les clients. Il y a une croissance exponentielle des demandes des clients par différents canaux. Donc on n'est pas dans une situation où finalement il y aurait une rupture, un éloignement de la banque par rapport à son client, mais on a au contraire une démultiplication des sollicitations du client à traiter par les établissements bancaires. L'assurance c'est un peu différent parce que traditionnellement le contact entre l'assureur et l'assuré est un petit peu moins fréquent. Donc il y a vraiment dans les stratégies des établissements un focus très important sur la relation clientèle,
la digitalisation du parcours client et la dématérialisation, avec des leviers aussi qui sont réglementaires à cet égard, puisqu'il y a eu donc il y a le règlement EIDAS au niveau européen qui s'applique sur la signature électronique, par exemple, et il y a eu en France une ordonnance récente sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le domaine bancaire, donc qui facilite énormément cette transition digitale. On travaille aussi avec la Direction générale du Trésor sur un texte plus moderne pour l'entrée en relation à distance, donc les diligences de KYC à mettre en œuvre pour la lutte anti-blanchiment. Le deuxième axe, c'est l'usage des données. Un axe que les établissements mettent aussi au cœur de leur stratégie. Ils se sont rendus compte que les acteurs qui interviennent de manière innovante sur le domaine financier utilisent en fait les données de manière optimisée. C'est le cas des modèles des GAFA, bien évidemment, mais aussi le cas des modèles des nouveaux acteurs. À la faveur de la DSP2, on a des agrégateurs d'informations sur les comptes, des initiateurs de paiement qui vont accéder à la donnée bancaire dans les établissements par voie d'API et de manière gratuite. Il y a un débat assez important aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais néanmoins, et ils le font déjà par web scrapping, ils accèdent à la donnée et ils sont en capacité de configurer une appli qui va vous délivrer un service de gestion des finances personnelles assez performant. Donc l'usage des données, ça c'est vraiment un enjeu important pour les établissements. Ils déploient des stratégies internes pour se structurer au mieux, pour avoir des usages des données, par exemple de paiement, qui reconnaissent assez peu utilisées aujourd'hui, et préparer des produits finalement mieux adaptés aux besoins des clients. Donc bien évidemment, il y a des enjeux réglementaires significatifs avec le règlement sur la protection des données qui est rénové au niveau européen et qui rentre en application en mai 2018, avec le principe important du consentement du client. Mais c'est un enjeu que les établissements se doivent de saisir. Les deux autres aspects très significatifs, c'est la refonte des systèmes d'information. Il y a une legacy, un héritage important du passé sur les systèmes d'information qui empêche l'agilité, ne serait-ce que d'avoir l'ensemble des données sur un client au même endroit pour pouvoir valoriser ces données pour ses propres besoins. C'est déjà un challenge que doivent relever les établissements. Alors, il y a aussi des enjeux sécuritaires importants, puisque les systèmes informatiques assez anciens sont peut-être pas up-to-date en matière de cybersécurité, alors même que les établissements doivent ouvrir leur système d'information, on le voit, avec les API, avec les nouveaux acteurs, mais aussi ils travaillent de plus en plus dans un domaine ouvert, ils s'ouvrent, ils s'interconnectent, ce qui renforce les enjeux à la fois de modernisation, mais aussi les enjeux de cyber-risque. Enfin, les ressources humaines. Donc, les établissements travaillent à refondre, d'une part, leur manière de travailler en interne. Il y a vraiment des projets assez profonds, des projets vraiment de restructuration de la manière de travailler en interne, l'idée de travailler de manière plus décentralisée, ce qui n'est pas forcément évident dans les grosses structures, et aussi toute la politique de gestion des ressources humaines actuelles et de gestion prévisionnelle des emplois, avec la nécessité d'attirer des nouveaux talents. Et on sait aujourd'hui, on le voit nous aussi à la Banque de France, combien il est difficile, par exemple, d'attirer des data scientists ou des spécialistes en intelligence artificielle et machine learning, même si on a une compétence vraiment académique reconnue en France dans ces domaines-là, un certain nombre de jeunes partent plutôt travailler pour les GAFA aux États-Unis, etc. Et donc, quel est le paysage de demain pour la banque ? Alors, on a parlé des fintechs, on a parlé des acteurs, de leur transformation digitale, des acteurs établis. Donc, comment on voit les choses sur les scénarios? Quel type de scénario on peut faire pour le paysage bancaire de demain? C'est très prospectif et certainement un peu audacieux de se lancer dans de tels scénarios, mais néanmoins, c'est nécessaire. Et donc, on a proposé aux banques et aux assurances de nous répondre sur comment ils voyaient le paysage bancaire de demain en leur suggérant 5 scénarios. Un premier scénario, c'est celui de la meilleure banque, la meilleure assurance, donc le fait que les acteurs établis réussissent leur transformation numérique, notamment en mettant en place donc, ces politiques d'innovation, en travaillant sur les 4 leviers que j'ai évoqués et en intégrant finalement les innovations des nouveaux acteurs, en achetant des nouveaux acteurs. C'est un peu la stratégie et l'objectif des acteurs français. Donc ça, c'est un premier scénario qui est celui sur lequel, bien évidemment, les banques et les assurances souhaiteraient se positionner, mais pas que. L'autre scénario qui a la faveur d'un certain nombre d'établissements, c'est la banque et l'assurance ouverte. En fait, c'est vraiment l'idée de se diriger vers un business model
un peu comme une plateforme sur laquelle on va pouvoir avoir comme enjeu essentiel la conservation de la relation clientèle. Donc on va proposer une architecture plus ouverte, et pour continuer de capter cette relation clientèle, on va se mettre au défi soi-même d'aller proposer aussi des produits de tiers, voire de concurrents, et avoir des partenariats accrus. Donc ça, c'est vraiment les deux scénarios les plus, privilégiés par les acteurs. Après, l'arrivée de nouveaux acteurs, donc ça on verra, mais on voit qu'il y a des acteurs innovants comme N26, la banque allemande qui se déploie en France par l'e-prestation de services. On voit qu'il y a le lancement d'Orange Bank, donc les telcos, avec les bases d'informations très importantes qu'ils ont sur les clients, peuvent aussi se lancer dans le domaine bancaire. On ne sait pas ce que feront les GAFA. Aujourd'hui, ils sont assez présents dans le paiement, par exemple. Donc ça, on a aussi ce scénario d'une nouvelle banque ou d'une nouvelle assurance qui viendrait en fait prendre des parts de marché significatives. Il n'est pas concrétisé aujourd'hui, mais il est dans la tête des acteurs. Enfin, on a deux autres scénarios. Donc, le scénario extrême, c'est la banque et l'assurance complètement désintermédiées. Là, c'est un schéma de type blockchain public, finalement, où on n'a plus d'intermédiaires. C'est un scénario qui semble assez lointain, mais quand on regarde, par exemple, les levées de fonds en monnaie virtuelle, qu'on appelle les ICOs, ce sont des porteurs de projets innovants qui lèvent des fonds en quelques minutes, des fonds remis en Bitcoin, contre lesquels ils émettent des tokens qui sont pas vraiment des titres, mais qui ressemblent un peu, qui sont pas vraiment des biens divers, mais qui ressemblent un peu, et qui sont en dehors de la régulation. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire pour pratiquer ces ICOs. Donc, du coup, pour nous, il n'y a pas de KYC client, par exemple, investisseur, bon bref. Mais donc les ICO, c'est typiquement un modèle de financement purement désintermédié. Et les acteurs, les régulateurs de marché, comme l'AMF, s'interrogent énormément. Et l'AMF a lancé une consultation très intéressante que je vous suggère de lire et à laquelle je vous suggère de répondre sur ce sujet. Mais bon, la banque et l'assurance complètement désintermédiées, pour nous, c'est un schéma vraiment plutôt éloigné, même si on voit poindre ça et là quelques éléments qui sont relatifs à ce schéma. Enfin, il y a la banque et l'assurance réintermédiée. C'est l'idée, finalement, que craignent d'ailleurs les grands acteurs, d'être un petit peu relégués en fonction de back-office, porteurs de risques, gestionnaires finalement des crédits, etc. Mais de perdre cette relation client par le biais du développement de plateformes digitales, multiservices, par exemple des agrégateurs, d'initiateurs de transferts financiers qui proposeraient en plus des services de conseil et donc qui capteraient en fait la relation client. Donc, je sais qu'est-ce que vous avez sur vos différents comptes. Donc, je suis capable de voir quelle est votre capacité d'épargne. Et ensuite, je suis capable de vous proposer des conseils en investissement financier. Donc, il y a vraiment captation de la relation client. Donc, ça, c'est un des risques que monitorent les banques. D'accord. Donc, alors, on voit tout le monde s'intéresse au fintech, et puis reste quand même cette question de la sécurité, de la confidentialité. Comment se positionne la CPR en fait sur ce type de sujet aujourd'hui ? Alors, sur les acteurs fintech régulés, à la CPR, au pôle fintech innovation, on reçoit ces acteurs dans le but justement de les faire rentrer dans la réglementation. Donc, si je regarde les acteurs qui bénéficient d'un agrément, donc pour faire des activités de dépôt et crédit, c'est établissement de crédit, des activités d'assurance, des activités de paiement de monnaie électronique, là, on va vraiment avoir une interaction avec les acteurs, travailler avec eux en amont, en early stage, comme on dit, pour leur faire intégrer les exigences de la réglementation. Choisir aussi le meilleur statut, parce que, par exemple, dans le paiement, vous avez différents statuts plus ou moins importants en termes de règles à appliquer. Et vous pouvez commencer avec un statut léger d'agent de service de paiement avant d'être vous-même un établissement de paiement de plein exercice et de bénéficier du passeport européen. Donc, on a vraiment l'idée de chercher le statut le plus proportionné avec eux. C'est pas forcément un statut lourd de porteur de risque, ça peut être un statut d'intermédiaire, et de les faire rentrer dans la réglementation. Donc, on travaille beaucoup avec notre service des agréments sur ces sujets-là. Et après, bien évidemment, on essaye de prévenir les difficultés, parce qu'on sait que ces acteurs innovants ont des business models innovants. Ils ont des business plans extrêmement audacieux et ambitieux. Donc, bon, déjà... personne ne fait son business plan de base. Personne ne fait son business plan worst case scénario.
Donc en gros, on a 5 ans d'absence de rentabilité sur lesquels il faut tenir en fonds propres initiaux ou en levée de fonds propres. Donc il va falloir sensibiliser ces acteurs-là au fait qu'ils peuvent assez rapidement manquer de fonds et ne plus respecter les exigences réglementaires parce que toute cette innovation, la captation des nouveaux clients est extrêmement cash burning, quoi. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait au quotidien de pédagogie avec les acteurs. Et pour les risques, donc on a vu hier aux informations ce qui est arrivé à Uber en octobre 2016. Pour nos fintech, qu'est-ce que vous voyez comme type de risque aujourd'hui en fait? Alors moi, je ne suis pas sur les fintech uniquement. Comme je disais, on est sur l'ensemble du périmètre, qui est d'ailleurs assez imbriqué en France, des acteurs établis et des nouveaux acteurs. Donc sur les risques que l'on voit, bien évidemment, il y a le cyber-risque, avec les cyberattaques qui se démultiplient, qui sont de plus en plus complexes. Donc là, il y a tout un travail des équipes de l'ACPR et de la Banque Centrale Européenne pour mettre en place des corpus plus solides dans les établissements de lutte contre le cyber-risque. L'ACPR déploie aussi des tests d'intrusion. Enfin, il y a vraiment un travail important sur ces sujets-là, que ce soit côté banque et côté assurance. Donc, la prévention du cyber-risque. L'autre sujet qu'on voit au travers du dialogue qu'on a avec les acteurs, c'est les nouvelles dépendances. On voit que dans l'innovation, il y a de plus en plus de prestataires tiers. Donc il y a des dépendances qui peuvent s'installer par rapport à des prestataires technologiques tiers. Ne serait-ce que les opérateurs telco, puisqu'on va avoir maintenant un flux de dialogue avec les clients qui est plus important sur les apps que sur Internet. Donc il y a des dépendances sur les opérateurs telco, il y a des dépendances sur les fournisseurs de prestations technologiques, d'algorithmes. Donc il y a ce qu'on appelle les nouvelles dépendances. Ensuite, il y a le risque lié aux données, notamment aux données personnelles, dont on parle beaucoup avec le nouveau règlement sur la protection des données personnelles, qui porte à 4% du chiffre d'affaires annuel des établissements les sanctions mondiales, les sanctions possibles par les autorités de protection des données. Donc c'est un risque de conformité extrêmement significatif, même si le règlement donne plus de liberté aux acteurs pour utiliser les données. Il y a moins de déclarations préalables à faire, etc. Mais il y a des analyses de risque. Donc le risque lié aux données, comment on les utilise, est assez important si on est en breach du recueil du consentement du client. Et puis il y a tout ce qui est fuite de données personnelles. On a observé Equifax aux États-Unis, on observe les fuites des données Uber aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est lié au cyberrisque, mais qui est très sensible. D'autant qu'on assiste à une ouverture des systèmes d'information des banques, qui traditionnellement était un coffre-fort. Et avec, par exemple, la seconde directive sur les paiements, elles vont devoir laisser des acteurs tiers accéder à des données bancaires que ces acteurs vont récupérer, ces données de paiement. Comment vont-ils les protéger ensuite? Voilà, il y a là des sujets significatifs sur lesquels on se penche. Ensuite, vous avez la lutte anti-blanchiment. Il y a une multiplication parfois des intermédiaires. Il y a en même temps une digitalisation de l'entrée en relation. On n'est plus dans un face-à-face. Donc, même si les nouvelles technologies peuvent offrir des sécurisations dans ce domaine-là, on pense par exemple à des parcours qui intègrent la biométrie pour sécuriser l'identification du client. On a des risques qui sont accrus dans ce domaine-là. Voilà. Après, il y a tous les enjeux de protection du consommateur. On va être dans une relation qui va être beaucoup plus immédiate et instantanée avec le consommateur. Et un des sujets que les banques se posent, par exemple, pour utiliser des chatbots pour faire du conseil, c'est comment je vais pouvoir, avec ma chatbot qui est instantanée, avoir une piste d'audit sur ce sur quoi j'ai dialogué avec le client, le conseil que je lui ai donné, et pouvoir en fait sécuriser la manière dont j'ai parlé avec ce consommateur en cas de plainte, et aussi comment arriver à mettre sur un support digital smartphone l'ensemble de la documentation extrêmement importante, on est en partie responsable d'ailleurs à la CPR, qui est requise pour un certain nombre d'opérations financières. Donc, merci Nathalie. On arrive donc à la fin de cette présentation et on va rentrer dans un petit échange avec vous sur des questions. Donc, la première est toujours difficile, donc c'est moi qui vais la poser. On assiste en Afrique, en fait, à des nouvelles solutions proposées par des acteurs établis, des offres de services financières et traditionnelles complètes, c'est-à-dire sans que vous ayez à avoir un compte bancaire, puisque ce sont des acteurs qui ont un taux de bancarisation assez faible.
parallèle. Est-ce que, comme vous étiez à Singapour la semaine dernière, vous pourriez peut-être, vous nous avez dressé un panel, une description très, très précise de la France, mais faire un parallèle peut-être entre ce qui se passe en France et par exemple en Chine, où là, on connaît de grands acteurs comme Alibaba, etc. Est-ce que les choses sont un peu différentes en matière de FinTech ? Alors, déjà sur l'Afrique, c'est vrai qu'on travaille, nous, avec nos collègues de la Banque mondiale qui travaillent sur les sujets de digital et d'inclusion financière. Ça, c'est hyper intéressant. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le digital, notamment la banque sur mobile, a été un facteur d'inclusion financière très important dans les pays africains. On pense à M-Pesa au Kenya, bien évidemment, et à d'autres initiatives. C'est des pays qui sont dans un phénomène de rattrapage, puisqu'il n'y avait pas de réseau d'agences, donc il n'y avait pas un taux de bancarisation très important. Donc, ils ont sauté, en fait, directement à l'étape de la banque sur mobile, et donc il y a une accélération. Et on voit qu'il y a eu d'abord mobile money, donc le fait de pouvoir payer donc des instruments de paiement sur mobile. Ensuite, il y a mobile banking, mobile saving, etc., qui se déploient en Afrique. Donc ça, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment un phénomène de rattrapage où ils sont passés directement à la banque sur mobile, à la banque digitale. Sur la Chine, c'est vrai qu'on a un paysage qui est pas forcément évident à comprendre du point de vue d'occidentaux. On observe simplement que le phénomène en fait de finance digitale est venu des plateformes de e-commerce comme Alibaba qui bénéficient de parts de marché très importantes, qui ont un accès à des données personnelles extrêmement importants et qui ont pu en fait déployer après des solutions comme donc Alibaba, Alipay, Alibank, Ali Assurance, etc. Donc ces déploiements s'assoient sur un traitement, une capacité à capter et à traiter des données personnelles de manière certainement très efficace, mais on est dans un cadre qui n'est pas du tout le cadre européen de protection des données personnelles. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez des petites questions. Les algorithmes de machine learning sont construits à partir de bases de données très importantes et sont souvent en plus auto-apprenants. Il est connu aussi qu'ils ont des biais. Comment assurer le contrôle de ces algorithmes ? Je pense qu'aujourd'hui, les établissements sont assez prudents. On est plus dans des phases de test sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il y a une distinction à faire entre les algorithmes supervisés et les algorithmes auto-apprenants, qui sont une étape d'après. Alors, c'est des réflexions qu'on a de manière assez prospective. Et on a sorti un rapport au niveau du Forum de stabilité financière, le FSB, récemment, sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle et au machine learning dans le domaine financier. On voit qu'on est sur quelque chose d'assez prospectif et il faut être prudent parce que c'est des risques qui ne sont pas encore matérialisés véritablement. Donc il faut aussi éviter d'avoir des postures de régulation avant que l'innovation puisse éclore. Néanmoins, en effet, on se rend compte que si ce type d'algorithme était appliqué notamment vis-à-vis d'un client, ça poserait des questions en termes de capacité, par exemple pour faire du profiling, capacité à expliquer les résultats de l'algorithme au client, qui est un prérequis de GDPR, Data Protection Regulation, qui va s'appliquer en mai 2018, et aussi, et qui est un sujet pour nous, à la capacité de l'établissement et donc du superviseur à auditer l'algorithme. Un algorithme auto-apprenant qui évolue de manière rapide et qui va finalement s'assimiler à un phénomène peut-être de black box. Donc l'idée, c'est d'aller finalement sur des algorithmes qui intègrent une capacité d'explication de leurs résultats. Et donc, c'est un domaine de recherche qui se développe aujourd'hui. L'idée aussi, c'est de recruter les bonnes personnes pour travailler sur ces sujets-là de manière prospective. Par exemple, dans ma petite équipe, on a un spécialiste d'intelligence artificielle et de machine learning qui a travaillé sur des sujets de plateformes GAFA, etc. Donc, qui est aussi en capacité d'appréhender l'aspect technologique et de voir quels sont finalement les algorithmes qui sont risqués, ceux qui sont moins risqués, et de commencer à penser de manière prospective au sujet. Mais on est dans quelque chose d'assez prospectif quand même.
Alors moi j'ai une petite question. Vous parliez tout à l'heure des fintech françaises qui étaient à Singapour et qui travaillaient sur des sujets de conformité. Est-ce qu'on peut imaginer à terme que l'intelligence artificielle puisse remplacer les régulateurs ? Alors, le régulateur disrupté par l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent nous disrupter parce que les gens, finalement, nous aiment pas tant que ça. Mais en même temps, nous avons une mission d'intérêt public. Donc, voilà. Comment mieux la déployer grâce à la technologie ? C'est une question vraiment qui se pose aussi à nous. Donc, à la Banque de France, on a mis en place un lab pour travailler avec les startups et trouver des moyens d'optimiser nos travaux, notamment sur les sujets de reporting, de recherche réglementaire, grâce à la technologie. Mais je pense que comme les banques et les assureurs vont maintenir un être humain dans la relation client, parce que finalement, on a toujours besoin d'une interaction humaine et du jugement, malheureusement pour vous, mais peut-être heureusement aussi, pour la supervision, on maintiendra quand même une interaction humaine, surtout qu'en France, on est très attaché finalement à avoir un dialogue avec les acteurs. On n'est pas dans un contrôle tick the box, on est dans une supervision où on dialogue énormément, on essaie vraiment de se comprendre, et donc je pense que la technologie va aider le superviseur, c'est ce qu'on appelle la subtech. Tout le monde est tech maintenant, donc nous, la subtech. Voilà. Et donc, peut-être qu'un jour, on sera un nœud dans une blockchain qui sera plugué dans les systèmes d'un établissement pour capter de la data. Mais le système actuel en France repose sur la responsabilité des acteurs. En premier lieu, on ne capte pas directement la donnée chez les acteurs pour faire nos reporting. On estime que ce sont les acteurs qui nous présentent la donnée, les résultats, et nous, on l'analyse avec eux. Donc, on est dans un dialogue quand même. Bonjour, merci pour votre présentation remarquable. Je voulais vous poser une question un petit peu d'actualité, mais je ne sais pas si ce n'est pas un peu prématuré par rapport à la journée. Par rapport au transfert de l'autorité de régulation bancaire dont Paris vient d'obtenir le siège récemment, qu'est-ce que ça va entraîner sur le plan global dans la bancosphère de ce genre d'affaires ? Je pense que déjà, c'est un signe très important que Paris récupère l'autorité bancaire européenne, puisqu'on va, ça montre aussi la dynamique, je dirais, renouvelée de la place financière de Paris dans le domaine de l'attractivité. Donc ça, c'est un point extrêmement important et on s'en félicite. Après, il y a des réflexions sur le rôle des ESAS. Il y a eu une consultation de la Commission européenne sur ce sujet-là. Pour l'instant, on est plus dans une situation de statu quo où il y a donc l'autorité des marchés, l'ESMA, les IOPA, qui est à Paris déjà, les IOPA, qui est l'autorité européenne sur les sujets assurantiels, qui est à Francfort, et le BA, qui était à Londres et qui vient à Paris, ce qui est super parce que ça m'évitera d'aller à Londres trop souvent pour mon groupe sur l'innovation financière. Après, vous avez la Banque centrale européenne qui supervise les établissements de crédit, notamment les plus significatifs, qui est l'acteur majeur du dispositif, qui est à Francfort. Donc, la question qui se posera à moyen terme, c'est comment homogénéiser cela pour avoir une supervision plus globale, plus unifiée au niveau européen. On n'en est pas là, mais c'est vrai que entre le BA, qui par exemple travaille sur les textes d'application des réglementations, et la Banque centrale européenne qui contrôle maintenant, grâce avec les autorités nationales, mais qui contrôle les établissements et qui travaille aussi sur ses propres normes de contrôle, il y a aussi peut-être un jour une harmonisation qui pourrait être effectuée sur les aspects contrôle bancaire d'une part et contrôle financier plus global d'autre part. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'autorités relativement nombreuses, quoi. Voilà. Oui, vous avez un petit peu répondu à la question que j'allais vous poser. C'est les GAFA sont par essence mondiaux. Le digital est par essence mondial. Comment vont cohabiter des régulateurs locaux avec des entreprises mondiales qui veulent jouer et définir la règle au niveau mondial ? Ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Alors, est-ce que finalement la finance digitale est mondiale ? C'est pas certain. Aujourd'hui, on voit par exemple que les fintechs travaillent plutôt sur un marché local, sur lequel elles trouvent une niche et elles se positionnent. Certaines passeportent en Europe, mais ça reste encore assez limité. Donc les nouveaux acteurs financiers n'ont pas forcément un marché mondial immédiatement. Néanmoins, c'est vrai que la finance digitale assez impalpable
passe au-delà des frontières et apparaît de plus en plus globalisée, mais pas forcément pour le retail. Voilà. Donc, il faut nuancer ce premier constat. Après, en effet, les plateformes GAFA sont globales et leurs usages se sont répandus de manière rapide au niveau international. Quand elles vont sur les services financiers, néanmoins, elles doivent respecter les réglementations locales ou européennes. C'est le cas de Facebook qui a créé un établissement de paiement pour faire du paiement à l'intérieur de Facebook Messenger pour du don ou des transferts entre pairs. Ils ont un agrément d'établissement de paiement en Irlande. Donc, ils sont quand même obligés de respecter les règles. Voilà. Et le deuxième point que je veux amener dans la discussion, c'est que dans GDPR, sur la protection des données, il est clarifié désormais que les plateformes ou les acteurs internationaux sont soumis aux règles européennes de protection des données dès lors qu'ils interviennent sur de la donnée de citoyens européens, y compris si les traitements, le stockage ou autre de la donnée est effectué en dehors de l'Europe. Après, vous allez me dire, il faudra faire respecter ces règles. C'est pas toujours évident, mais c'est un challenge. Ouais. Alors peut-être une dernière question. Bonjour, dans le cadre de la DSP2 et l'ouverture des données des banques aux nouveaux acteurs, pour la fabrication des API, est-ce que vous allez intervenir, vous, pour le contrôle de ces API ? Alors, juste pour DSP2, donc, qui s'applique le 13 janvier 2018, c'est l'ouverture des données de paiement uniquement. Ça ne porte pas sur l'ensemble des données. C'était une demande de certains acteurs, mais de crédit, assurance vie, etc. C'est pas sur l'ensemble du périmètre des données. Donc c'est sur les données de paiement. Demain, normalement, la Commission européenne devrait voter un RTS sécuritaire sur justement la manière dont il faudra accéder à ces données, avec le devoir pour les établissements teneurs de compte de mettre en place ces API. Dans un délai d'application du RTS qui est un délai de 18 mois après sa publication officielle, sachant qu'il y aura peut-être obligation de mettre en place les API un peu plus tôt. Donc le texte devrait vraisemblablement mentionner que les autorités nationales regardent ces API. Je ne sais pas comment ce sera tourné, quelle sera l'autorité directement en charge, mais il est vraisemblable, en effet, qu'il y aura un regard des autorités nationales sur ces API pour s'assurer notamment de la qualité de fonctionnement des API, puisque si elles fonctionnent mal, ça peut mettre en péril le business model des nouveaux acteurs ou présenter des failles sécuritaires importantes. Nous allons clôturer donc notre première présentation. Merci infiniment, Nathalie, pour cette présentation.